Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. C'est une décision amère qu'il faut avaler, a prévenu Rémi Prosper Moretti. Ce mercredi, c'était à l'occasion de la publication de la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, une décision portant réglementation de la campagne médiatique pour les élections communale et municipale du 17 mai 2020. La RAC a pris une décision particulière pour emprunter cette expression de son président, une décision particulière pour régir une campagne électorale tout à fait inédite pour laquelle plusieurs médias, notamment audiovisuels, sont réquisitionnés. Question: quel peut être l'impact de cette décision sur l'économie des médias au Bénin? Quelle est l'efficacité ou quelle peut être l'efficacité de cette option sur la mobilisation des électeurs? Ça pour ce qui concerne les partis politiques, bien évidemment. Et quid du taux de participation? Ce sont là les axes de cette discussion pour laquelle j'ai invité trois spécialistes des médias. Ils ont tous trois un dénominateur commun. Ce sont des journalistes. Il s'agit d'abord de Georges Amelon, mon doyen. Bonsoir, doyen. Bonsoir, André. Bonsoir, Georges. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir. Journaliste de la radio et la télévision nationale, ancien directeur général justement de l'Office de radio et télévision du Bénin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous retrouver sur un plateau. Wenceslas Maoussi, il est docteur en information et communication. C'est le directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'ENAM. Merci beaucoup, chers confrères, anciens collègues. Et puis, il ne devrait même plus être à présenter, Brice Oussou, un ancien de Canal 3, un ancien de groupe de presse Fraternité, aujourd'hui avocat au barreau de Cotonou, spécialiste des médias. Bonsoir, maître. Bonsoir. Chers invités, merci beaucoup. Comprenez mon émotion. Je retrouve des gens que j'ai connus dans une autre vie qui vous concerne. Et justement, on a parlé des médias, puisque la RAC a pris sa décision. Au Bénin, pour les prochaines consultations électorales, des médias sont réquisitionnés pour abriter la campagne électorale. La psychose du coronavirus oblige. Les partis politiques, les 5 en lice, ne pourront pas aller sur le terrain pour vendre leurs projets, vendre leurs rêves, vendre leurs ambitions aux citoyens. Ils devront le faire sur des médias réquisitionnés par la RAC. Georges Amelon, à votre avis, d'abord, dites-nous, comment appréciez-vous cette décision de faire tenir la campagne électorale uniquement sur les médias? Il faut bien dire que le contexte est particulier. Chacun d'entre nous le connaît aujourd'hui. Nous savons tous à faire face à une crise inédite pour nous, comme ailleurs dans le monde, et qu'à partir du moment où on demande de maintenir les élections, il faut bien s'accommoder du coronavirus. Le coronavirus impose un certain nombre de règles. La distanciation, le fait de ne pas réunir plus d'un certain nombre de personnes dans un endroit, et ainsi de suite. Et à partir du moment où ces choses-là s'imposent à nous, il fallait bien qu'il y ait des règles particulières pour la campagne que mènent les partis qui sont en compétition. Les différentes institutions ont tenté de s'adapter à cette réalité-là. Ça donne naissance à cette décision dont vous parliez tout à l'heure, et qui nous amène tout simplement à nous accommoder de la situation. Après, est-ce que tous les éléments de cette décision sont des éléments judicieux? Et je pense que nous allons en discuter. Tout à fait. Mais surtout, il y a des pays qui ont quand même tenu les élections. Le Mali, pour ne pas aller trop loin, a organisé un processus électoral sans pourtant interdire la campagne électorale ou sans le faire organiser sur les médias, à moins que je me trompe. Pourquoi cette option au Bénin? Merci André Douza. Je voudrais d'abord rappeler que je ne suis plus journaliste. Oui, aujourd'hui je suis simplement exclusivement avocat. Voilà. Alors pour répondre à votre question, comprenez peut-être que le Bénin veut innover. C'est peut-être un pays qui innove. Vous aurez remarqué que le port obligatoire de masques ou bien le fait de définir une zone cordon sanitaire est une innovation béninoise. En tout cas, première en Afrique, et que beaucoup de pays essaient de copier. Et donc, c'est peut-être dans cette optique que le gouvernement
jouant son rôle et peut-être la HAC jouant son rôle. Et également, on réfléchit pour nous amener le concept nouveau qui n'y a jamais eu nulle part, ni dans le monde entier, ni en Afrique, de campagne électorale exclusivement médiatique. Il faut peut-être comprendre que à mesure particulière, situation de gestion particulière, c'est peut-être ça qui a fait que la HAC a pris cette décision réglementant une campagne électorale exclusivement médiatique, et nous allons peut-être essayer de déblayer pour voir de quoi cela retourne et les implications possibles dans le comportement des électeurs, les implications possibles dans le comportement des partis politiques engagés dans le processus électoral et les implications possibles pour les autres acteurs électoraux que sont l'organe en charge de gérer l'élection et les médias. Voilà les différents acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Donc, il faut essayer de voir l'implication de cette décision-là sur le comportement de chacun de ces acteurs. M. Sletma aussi, la maladie à virus Covid-19, c'est vrai, a le dos large, même si il faut reconnaître que ça fait beaucoup de dégâts. En France, il y a eu élection, on a dû reporter le second tour, sans pour autant décider que la campagne électorale se fasse uniquement sur les médias. Comment avez-vous reçu cette décision? Comment l'appréciez-vous? Merci, c'était un grand plaisir de retrouver le plateau de Canal 3. Pour moi, la pandémie du coronavirus change tout, presque tout. Et le gouvernement béninois, pour ma part, étant dans une optique de réduire au maximum les risques, et le coronavirus nous amènera aussi dans un monde de presque 100 contacts maintenant, avec les distanciations sociales et tout le reste, je pense bien personnellement que cette campagne exclusivement médiatique aurait tout son sens. Bon, mais on y reviendra pour voir finalement, on décide de faire la campagne exclusivement médiatique, mais dans l'opérationnel, on n'a pas donné tous les instruments, on n'a pas donné toutes les gages possibles pour essayer de rendre vraiment viable cette campagne. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui qu'au Bénin, on a presque 1 million de personnes sur les réseaux sociaux numériques. Nous savons que 4 millions de Béninois ont l'avantage d'utiliser les services d'Internet. Et nous savons dans le même temps, pour riposter ou pour un peu atténuer les effets du Covid-19, du virus, on s'est replié sur le numérique, on travaille à distance, le télétravail, on fait un certain nombre de choses. Et si la campagne devait être médiatique, ça veut dire qu'en même temps, les espaces audiovisuels qui existent dans ce continuum des espaces numériques, on aurait pu, dans la décision, faire en sorte que, au-delà du quotidien La Nation, qui va continuer sur son site internet, et peut-être de l'agence Bénin Presse, aller au-delà pour voir avec des autres médias qui diffusent en ligne, même les médias traditionnels. On n'a pas autorisé, par exemple, que Canal 3, qui aujourd'hui fait un travail formidable sur le numérique, peut maintenant aller diffuser. On n'a pas dit ça, à moins de me tromper. Donc, on aurait pu le dire explicitement pour que, quand un parti politique va faire sa campagne sur ce média-là, sur le terminal de l'usager, du citoyen électeur, il puisse recevoir l'offre politique de ce candidat-là. Puisqu'en réalité, la campagne, c'est quoi? C'est vendre une offre. Comme on est dans le local, dans une communauté, on va revenir dans notre discussion sur justement l'efficacité de cette option choisie au Bénin. Le temps pour moi, vous me permettrez de demander à Georges Amelon, du haut de sa longue et riche expérience de journaliste, est-ce qu'il est déjà arrivé, avez-vous des réminiscences d'élections, de scrutin au Bénin sans campagne électorale? Je voudrais modestement rappeler le cas de Soukerekou où, entre deux tours, les candidats ont dû s'abstenir de faire campagne parce qu'il y avait une tergiversation à ce niveau. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y ait peut-être existé dans ce pays une consultation électorale sans campagne électorale? S'il n'y a pas eu de campagne électorale dans ce pays, comme vous venez de le rappeler, c'est simplement parce que les délais impartis pour la campagne n'étaient plus tenables. Ouais. Sinon, à ma souvenance, je n'ai pas véritablement quelques réminiscences d'une campagne électorale dans ce pays où les électeurs et les personnes qu'ils devaient élire
ne sont pas entrés en contact. En vérité, le déterminant même de la campagne chez nous, c'est quand celui qui sollicite les suffrages de l'électorat va à la rencontre. Il descend sur le terrain, le bain de foule. Il descend sur le terrain, il parle aux personnes et essaye, par les contacts successifs, que ce soit les grands meetings que vous connaissez tous, ou par le porte-à-porte, de faire en sorte d'emporter la mise. C'est là, en général, que tout se joue. Et chacun d'entre nous sait que la campagne médiatique organisée par la HAC ne constitue que la partie immergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg. C'est véritablement ça la chose. Les paroles aux candidats qu'on voit à la télé, notamment à la télévision tellement publique, peu de choses. C'est une formalité. Peu de choses par rapport. C'est ce qu'on appelait même la campagne officielle. Parce qu'au-delà de ça, il y avait tellement d'autres aspects de la campagne. La campagne médiatique, jusque-là, elle s'est tenue d'abord sur les médias officiels. Mais vous le savez très bien aussi, la tradition veut que la campagne commence bien avant la date fixée pour la campagne. On a coutume de l'appeler la pré-campagne. Et puis après, on détermine des dates, on dit c'est à ce moment-là que les candidats iront à la rencontre du peuple. Ils y vont, ils sollicitent les suffrages de différentes manières possibles. Aujourd'hui, comme le disait M. Maoussi, sont venus s'ajouter à l'ensemble de ces possibilités-là, les plateformes diverses. Le digital. Boris Osso, c'est peut-être une colle, puisque vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais une élection sans campagne électorale en est-elle vraiment une? Est-ce vraiment une élection? Non, il sera difficile au regard de la décision prise par la HAC et du communiqué du Conseil des ministres d'hier mercredi, de dire qu'il n'y a pas de campagne électorale. Il y a une campagne qui officiellement est médiatique, mais lorsque vous lisez les dispositions de la décision de la HAC, vous combinez avec le contenu du Conseil des ministres, des décisions du Conseil des ministres, vous verrez qu'il y a comme, de façon non dite, une campagne qui se fera, mais qui ne sera pas officielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous prenez l'article 15 de la décision prise par la HAC, il est dit que la campagne est exclusivement médiatique. Ça veut dire quoi? Les partis politiques engagés dans le processus électoral ne pourront officiellement faire campagne que dans les médias. Et la manière de faire cette campagne-là est encadrée par la HAC. Il s'agit d'enregistrement audiovisuel pour la télévision, enregistrement radio pour la radio et des messages à passer au niveau de l'organe de presse écrite officielle, la Nation, et sur le site de l'ABP, encore que, soit dit en passant, Georges Arnaud nous le dira, l'ABP fait également du numérique audiovisuel. Et ça, c'est un autre aspect. Alors, maintenant, il y a que ça, la campagne se fait officiellement comme ça. Ça veut dire quoi? Que les partis politiques, la HAC et le gouvernement sont en train de nous dire que la campagne de ces partis politiques se fera par les messages qu'ils vont diffuser au niveau de ces canaux-là prévus par la HAC. Mais lorsque vous lisez le relevé du Conseil des ministres d'hier, vous voyez qu'il est donné, il est demandé aux autorités en charge de gérer le cordon sanitaire d'offrir les facilités qu'il faut aux candidats pour aller mouvoir en dehors du cordon sanitaire. Ça veut dire quoi? Si je résidais habituellement à Cotonou et que je vais aller faire campagne à Gorgonou et que je prouve que je suis candidat à Gorgonou, pour au moins la période du 1er au 17 mai, on pourra m'autoriser à sortir du cordon sanitaire, aller à Gorgonou et revenir après la tenue des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis sur le terrain, je pourrais avoir la possibilité d'aller à la rencontre de mes électeurs. Mais attention, cela ne peut pas se faire en violation de l'autre mesure édictée par les autorités sanitaires, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de rencontres de plus de 10 personnes. C'était 50, on est revenu à 10. Donc, je pense qu'on ne pourra valablement pas empêcher les candidats d'aller à la rencontre de leurs électeurs, mais de le faire dans des lieux, même si c'est privé, d'au plus 10 personnes, en respectant les mesures barrières et les mesures de distanciation. Ça, on ne peut pas l'empêcher, parce que ce sera une autre façon de faire le porte-à-porte. Seulement, et je vais finir par là, si un candidat ou un parti politique, au-delà de ce que la campagne est exclusivement médiatique, va à la rencontre de ses électeurs en ne dépensant pas le nombre de 10
Et en respectant les mesures barrières, il n'est pas possible aux médias de couvrir cette rencontre avec et 10 personnes. Avec 10 personnes et de porter dans les médias. C'est peut-être cela qui revient à la question. C'est comme c'était une façon peut-être indirecte d'interdire cette possibilité-là. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est interdit? C'est peut-être dans l'application de cette décision et du contenu du Conseil des ministres qu'on va le dire, mais on ne pourra pas proclamer des chefs que cela a été interdit. Je voudrais de dire que les droits constitutionnels sont bloqués. sur cette chute-là de votre dernier développement, Brice Oussou. Mais je voudrais, il me plaît d'abord de demander à docteur Wenceslas, alors dites-nous, est-ce pour avoir bonne conscience que le gouvernement décide que la campagne électorale soit médiatique, quand bien même, par la suite, le même gouvernement autorise qu'on accorde des facilitations à des candidats pour traverser le cordon sanitaire, aller à la rencontre de leurs électeurs? Ça n'a pas été dit à la rencontre des électeurs, mais on a dit accorder les facilités aux candidats de traverser le cordon. Je pense que ce n'est pas pour aller en villégiature. C'est même pas pour avoir bonne conscience, parce que le gouvernement aurait pu ne pas préciser. Parce que le cordon sanitaire tel que c'était, on autorisait les gens à aller quand ils ont une raison valable. Voilà. Donc, quand je suis candidat, je prouve que je suis une liste et c'est ma localité, valablement, on doit pouvoir m'autoriser à y aller. Ce que le gouvernement est en train de sauver ici, je suis candidat, le gouvernement voudrait la campagne électorale est médiatique. Justement. Je peux rester à Cotonou, donc m'adresser à mes électeurs par télé interposée ou par radio interposée. Non, c'est que le gouvernement vous dit, si vous allez dans votre localité, vous ne pouvez pas faire du meeting. Vous ne pouvez pas aller à la place publique et faire la à parole. Vous ne pouvez pas prendre un crieur public et rassembler les gens. Vous ne pouvez faire aucune activité où du monde peut rassembler publiquement, au risque justement de faire contaminer les gens parce que le virus est là. Donc, c'est en fait ça qu'il faut voir. Et comme l'a dit Maître Oussou, on ne peut pas interdire à un candidat de réunir 5 personnes dans sa maison ou devant son portail distancié et de leur parler et de s'entretenir avec eux en leur offrant son agenda politique ou les raisons pour lesquelles il est candidat. À l'intérieur ou non d'ailleurs du cordon sanitaire. Oui, que ce soit à l'intérieur ou non du cordon sanitaire. Donc, mais on ne pourra pas, le candidat ne pourra pas réunir un meeting, organiser un meeting et dire... Comme à l'accoutumée. À l'accoutumée et dire à Canal 3 de venir couvrir. C'est pas possible. Canal 3, si Canal 3 est dans la liste des médias retenus pour faire la campagne, il passe par son parti et l'instant qui lui est réservé, il passe en ce moment-là pour passer son message à ses potentiels électeurs. Mais le problème, c'est que l'élection communale qui arrive et municipale, c'est une élection de proximité. Et comment est-ce que les médias ont été choisis? Comment est-ce qu'on est capable de savoir que je puisse m'adresser vraiment à mes vrais électeurs? Si tant est qu'il y a des médias qui ont des diffusions de portée différentes que d'autres. Quelles sont les radios communautaires qui ont été associées? Est-ce que c'est seulement les organes de service public? Comment tout ça se fait de façon... Tout ça va être organisé de façon concrète. C'est là pour ne pas, à la fin, voir qu'au fond, c'était une campagne médiatique cosmétique. Il ne serait pas intéressant, quand bien même nous sommes en situation de pandémie, de faire une campagne médiatique cosmétique. Il faut donner la possibilité réelle aux candidats de vendre à leur communauté ce qu'ils ont envie de faire pour le développement des communautés à la base. Et donc pour ça, donner la possibilité aux candidats qui ont des chaînes, normalement, de télévision ou des radios, de la possibilité d'aller sur ces radios-là et de faire la campagne, de ne pas les obliger forcément à venir à la télévision nationale ou à la radio nationale pour faire la campagne. Parce que le message qui est diffusé à la radio nationale, c'est vrai, mais dans une langue, à moins qu'on me dise qu'on a choisi Radio Alafia, qui diffuse dans au moins 19 langues. Là, je suis intéressé. 18 langues. Et de savoir que... Il n'y a plus que 18 langues au Bénin. Voilà. Alors qu'il n'y a plus que 18 langues. Mais il y a les radios communautaires. Justement. Oui. Et donc, si la campagne médiatique ne concerne pas la radio communautaire, donc ça pose problème. Ça va rester cosmétique. Ça n'ira pas au fond. C'est vrai qu'on n'a pas encore une liste, ni de la part de la RAC, ni du gouvernement, des médias retenus, les médias réquisitionnés pour cette campagne médiatique. Mais, Georges Hamon, vous qui nous venez justement de l'ORTB, les médias radio et télévision publics, nous avons été habitués
en période de campagne ordinaire à ce que les candidats aillent s'exprimer sur les médias publics, aient du temps d'antenne, que ce soit à la radio, à la télé, même dans le quotidien de service public. Mais cette fois-ci, dans un contexte de Covid et donc de réquisition des médias, c'est élargi aux médias privés audiovisuels. Mais ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans la manière de faire la campagne par le passé? Alors, je pense que ce n'est pas la première fois que la campagne sort des médias du service public. Il y a longtemps qu'on s'est aperçu qu'il fallait mettre à contribution les médias privés, qu'ils soient commerciaux, communautaires ou confessionnels, pour toucher le plus large public possible. En réalité, mais sauf que les autres ne le font pas par réquisition ou par contrainte. Il n'y avait pas besoin nécessairement de réquisitionner, de mon point de vue. Je vais expliquer ce que je vais dire en soulignant ceci. Il y a à mettre en accord des intérêts qui sont multiples. Il y a l'exécutif qui veut, par exemple, quand même contenir une épidémie, faire en sorte qu'elle ne lui échappe pas. Par le biais de ces différents ministères, il va essayer de le faire. Mais vous avez une institution qui s'appelle la Haute Autorité qui a un devoir en ce qui concerne les médias et leur participation à une campagne électorale que le gouvernement lui-même est en devoir d'organiser. Et puis vous avez l'électeur, le citoyen moyen, avec lequel nécessairement ceux qui concourent doivent aller en contact. Ces intérêts différents doivent être mis à contribution. Et à partir de ce moment-là, il faut, comme dit Wenceslas Seba aussi, que la campagne ne soit pas une campagne cosmétique. C'est d'ailleurs pour cette raison que progressivement les choses ont évolué pour que d'autres radios viennent s'ajouter, d'autres radios, d'autres télévisions viennent s'ajouter à la campagne électorale dans notre pays. Parce qu'il fallait aller le plus possible à la rencontre de l'électeur. Aujourd'hui, nous parlons de campagne exclusivement médiatique. Si nous en parlons, et en particulier dans le contexte d'une élection de proximité, pour moi, ça signifierait qu'en principe, toutes les radios, toutes les télévisions devraient pouvoir être associées. Parce que la proximité, c'est quoi? Vous n'allez pas plus loin pour dire également tous les organes de presse. Tous les organes de presse, tout le monde devrait y être associé. Y compris la presse écrite. Bien sûr. Pourquoi? Parce que toute personne qui est capable de porter par les médias la parole d'un candidat quelconque, où qu'il se situe sur le territoire national, doit pouvoir lui permettre de se vendre à son électeur. Alors le fait de sélectionner déjà certains médias, personnellement, me gêne un peu. Je n'allais pas jusqu'à utiliser le mot de discrimination parce qu'on ne sait pas encore qui a été sélectionné et qui ne l'est pas. Mais pour moi, on sait au moins que la presse écrite privée n'y est pas. Il faudrait élargir autant que possible l'assiette pour que tout électeur, tout citoyen puisse être touché par la campagne. Et j'ajouterais qu'au-delà même de ça, il faudrait prévoir aussi une forme d'encadrement, je comprends que c'est très compliqué, pour que même l'exposition par les nouveaux médias soit mise à contribution. Parce que tout ça aujourd'hui concourra à une campagne exclusivement médiatique. Et bien animée. Et bien animée. Brice Ossou, vous qui êtes ancien journaliste, ancien responsable d'associations professionnelles, quid de l'économie des médias? Selon vous, quel peut être l'impact de cette option sur l'économie des médias? Parce qu'on sait que c'est en période électorale que les médias font vraiment le plein de recettes. Quel peut être l'impact de ce choix sur l'économie des médias? L'impact sera grand. Et je vais partir d'un élément. D'abord, il faut remarquer qu'on ne peut pas faire le reproche aux autorités étatiques, gouvernement et HAC, de tenir compte, ils ont leur devoir de protéger les populations du point de vue de la santé. Nous sommes dans un contexte particulier, donc Covid-19 oblige. On ne peut pas laisser la campagne se faire comme ça se fait habituellement, sinon ça va être la porte ouverte à beaucoup de morts dans le pays. Donc on comprend le souci des gouvernants et de la HAC. Ça, c'est un fait. Mais deuxième élément, c'est que lorsque vous prenez la décision de la HAC, là, j'en viens à l'économie des médias, vous prenez cette décision de la HAC, je pense que soit il y a des flous, soit il y a que cette décision essaie de brider un peu les médias
c'est ce qui va jouer sur l'économie. De sorte que moi, je pense que pour ne pas laisser un malaise, et au niveau des médias, et au niveau des autres acteurs de la campagne médiatique exclusive, que sont les partis politiques et consorts, il serait bien que la HAC prenne une décision, soit d'explication ou d'interprétation, pour clarifier certaines des dispositions qu'il y a dans la décision. Parce que lorsque vous prenez par exemple l'article 17, in fine, de cette décision-là, c'est que en dehors des espaces, il est bien dit que en dehors des espaces autorisés et encadrés par la HAC, aucun média ne peut rien faire d'autre. Que faut-il comprendre par là? Ça veut dire que la radio de proximité, et j'en viens donc à votre question liée à l'économie des médias, la radio de proximité qui est quelque part ne peut pas s'autoriser de recevoir sur ses antennes un candidat pour que le candidat parle à ses électeurs dans la langue, parce que lorsqu'il y a 18 langues qui sont parlées sur Radio Alafia, mais on sait qu'il y a beaucoup de langues dans le pays, et la circonscription électorale, rappelons-nous bien cela, c'est l'arrondissement. C'est l'arrondissement. Campagne de proximité. C'est une campagne de proximité. Donc, il y a des radios qui sont dans des communes et qui parlent toutes les langues de la commune, dont certaines langues dans certains arrondissements. Il ne me semble pas vrai que la HAC pourra faire des messages, des enregistrements dans toutes les langues de tous les arrondissements du Bénin. Donc, il était important qu'on laisse la possibilité à certains candidats d'aller à la rencontre de leurs électeurs. Pas de visu comme habituellement, mais au niveau des médias. Et donc, ne pas le faire va jouer sur l'économie de beaucoup de médias, parce que, de fait, certains médias seront écartés de la campagne. Or, le paradoxe qui est à ce niveau, j'en viens à ce niveau, c'est lorsqu'on ne veut pas que les candidats aillent à la rencontre de leurs militants ou de leurs candidats ou de leurs électeurs de façon habituelle, ou en rencontre de grand monde, il me semble que la campagne médiatique, la campagne exclusivement médiatique, est comme une sorte de substitution pour permettre aux candidats d'être en contact de plus grand monde. Mais si on veut le faire, c'est alors là l'occasion pour laisser tous les médias, en tout cas, on va dire au moins ceux qui ont une existence légale, parce qu'on comprend qu'il y a des médias qui existent, qui n'ont pas fait les formalités d'existence. Ceux-là, il faut être légaliste, il faut les mettre de côté. Mais tous les médias qui ont une existence légale devront pouvoir être associés à la campagne, et la HAC seule, avec les enregistrements qui seront faits dans les studios de l'ORTB ou de quelques médias à Cotonou, ne peut pas donner la possibilité à tous les candidats de véritablement faire cette campagne de proximité, alors qu'on aura privé ces candidats d'être en contact physique avec leurs électeurs. Donc, il me semble que ce qu'on a voulu donner par le biais de la campagne exclusivement médiatique, cette décision de la HAC en vient à restreindre de façon très drastique cette possibilité, de sorte que vous allez voir ce qui va se passer, c'est que certains médias, voyant l'impact négatif sur leur économie, vont trouver des moyens détournés. Et vous verrez que certains candidats vont également trouver des moyens contournés. La HAC a prévenu. Il y a des sanctions qui sont prévues. Oui. On ne pourra pas tout empêcher. Avec votre permission, moi je pense même que, en particulier dans l'audiovisuel, il y a un partenariat de fait entre la HAC et les médias qui ne sont pas du service public, les médias privés. Dans la mesure où aucun média de l'audiovisuel ne peut émettre sans avoir un agrément, sans payer ce qu'il doit payer. À partir de ce moment-là, si vous demandez à un média d'exister en payant une redevance, en payant tout ce qu'il faut, permettez lui aussi de vivre. Et vivre, c'est faire entrer des ressources. Faire entrer des ressources, c'est peut-être l'occasion à offrir à ces médias-là, puisque les concurrents, eux, sont prêts, le moment venu, à débourser. C'est pas parce qu'on a dit que c'est une campagne exclusivement médiatique que les différents partis politiques n'ont pas prévu de budget de communication. Il faudrait donc que ce budget de communication serve à quelque chose. Et donc, il pourrait très bien nourrir ces différents médias de proximité qui pourraient, du coup, disons, faire leur recette pour quelque temps, au moins quand on connaît la précarité en particulier de beaucoup de nos radios et médias de proximité. Alors, il y a 546 arrondissements, 5 partis politiques qui ont, mettons, 3000 et quelques candidats.
est-il possible aujourd'hui d'avoir dans chacun de ces arrondissements, qui constituent aujourd'hui des circonscriptions électorales, au titre des élections municipales et communales, d'avoir des médias sur lesquels sont parlées toutes les langues de ces arrondissements-là? C'est cela aussi. Justement, et c'est ce que j'ai démontré au départ en disant que si nous voulons faire de la campagne, excusez-moi, médiatique, prenons le mot média dans tout son sens. Le média est un moyen de communication massive. Aujourd'hui, nous savons qu'avec la pandémie du coronavirus, nous travaillons avec le numérique. Et de la même manière, il y a des médias en ligne. Et le Code de défense de la communication, en son article 252, 253, en ses articles 252, 253, dit clairement ce qu'il faut pour l'autorisation de ces médias en ligne qui sont dans le pays et que tous les jours nous voyons font des publications. Il y en a qui sont des plus sérieux, qui sont classés, qui ont 3 millions de personnes touchées par mois. Pourquoi la RAC ne les autorise pas au regard de ce que ces médias en ligne ont déposé le cahier des charges depuis plus d'1 an ou 2 ans? Et pendant ce temps-là, dès lors que ces médias sont autorisés exceptionnellement pour accompagner la campagne exclusivement médiatique, en ce moment-là, au regard du taux de pénétration du mobile, et on sait qu'un Béninois sur 2 aujourd'hui est connecté, en ce moment, même dans son arrondissement, l'information du candidat peut toucher le citoyen électeur. C'est pourquoi je disais, sous différentes formes, que ce soit des audios, que ce soit du visuel, que ce soit du test. Aujourd'hui, il y a une polémique actuellement ou quelque chose que tout le monde regrette. Mais comment ça est devenu viral? C'est les réseaux sociaux numériques. Et donc, on ne peut pas faire de campagne, exclusivement médiatique aujourd'hui, en n'y incluant pas le numérique. Et qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous prévenir. Quand on a autorisé le quotidien de la Nation à publier sur son site à dossier, ou la chambre bénéfice, vous allez voir que ça va être relayé. Absolument. Et quel moyen on a, vu que c'est un enregistrement ou publication officielle autorisée par la RAC, relayé sur les médias sociaux, comment on peut refuser? Donc, il va arriver, en ce moment-là, l'inconvénient c'est quoi? C'est le parti politique qui aura les moyens de mobiliser aujourd'hui les nouveaux acteurs émergents du numérique, les web activistes, les influenceurs, les web journalistes, les community managers, les relayeurs. C'est ces partis politiques-là qui vont beaucoup plus, qui auront le vent en poupe. Et là, je pense que c'est inégalitaire. C'est pas équitable. Donc, autant donner la chance à tout le monde dès le départ de pouvoir, en même temps, diffuser sur ces médias aujourd'hui qui existent. Avant de développer l'aspect des médias alternatifs, leur éventuel rôle pour combler le vide. Non, ils sont plus alternatifs que ça. Le Code de défense de la communication prévoit. Alors, d'abord, sur la question du budget, Bressoussou, c'est-à-dire que la RAC a prévu une subvention pour les médias réquisitionnés. Ceux qui ne sont pas réquisitionnés n'auront rien. Je ne vais pas donner des montants, mais il y a des chiffres qui sont déjà évoqués dans les coulisses, mais qui, du point de vue de certains médias, paraissent extrêmement dérisoires, parce que si on laissait ces médias couvrir normalement la campagne électorale, ils pouvaient couvrir, en tout cas obtenir plus. C'est vrai, le président Moretti de la RAC a parlé du sacrifice, de pilules amères qu'il faut avaler. Mais pourquoi? Puisque c'est l'État qui décide d'organiser la campagne électorale médiatique. Pourquoi alors ne peut-on pas faire en sorte que les médias puissent vraiment s'en tirer à bon compte? Oui, bon, c'est vrai que... C'est la faute à qui si l'État doit protéger les citoyens, puisque c'est sa responsabilité. Donc, en réquisitionnant les médias, il faut mettre les moyens normalement sur la table, suffisamment. Tout à fait. C'est vrai que les médias ont besoin de beaucoup de moyens pour fonctionner, pour exister. Il est également vrai que certains vous diront, vous les médias, ne cherchez pas à profiter de Covid-19 pour vous en mettre plein la caisse. On devrait faire le même reproche aux Américains de masques, de gel et autres. Bon, alors, non, pour en revenir précisément, plus sérieusement à la question que vous avez posée, non, effectivement, on sait que les médias, pour fonctionner, ont besoin de gros moyens. C'est peut-être les personnes, les politiques qui ont eu le temps de pratiquer les médias ou de solliciter les médias, les services des médias dans certaines occasions, qui connaissent le coût de la communication. La communication a un coût très élevé.
certains peut-être ne le savent pas. Et s'il y en a qui n'ont pas cette expérience-là, ils se retrouvent au niveau décisionnel, ils ne prennent toujours pas la mesure des moyens les moyens qu'il faut mettre à la disposition des médias pour travailler. Et donc, moi, je pense que dans un cas comme dans l'autre, il faut donner la possibilité aux médias qui sont sollicités, vous avez utilisé l'expression réquisitionner, pour pouvoir faire le travail de sorte à ce que ces médias ne fassent pas largement en deçà du chiffre qu'ils faisaient habituellement ou si on les laissait faire le travail autrement. Évidemment, comme je vous l'ai dit, nous sommes en situation particulière, il faut des mesures particulières, tout le monde doit pouvoir contribuer au sacrifice, mais ce ne sera pas une occasion pour faire davantage mal à la caisse de certains médias. Et l'autre aspect, vous avez parlé de chiffres dont vous avez eu connaissance. Moi, je pense que tant que ce n'est pas officiel, on ne peut pas officiellement également. C'est pourquoi je ne sais pas. Annoncer. Si tant est que vous en savez quelque chose, vous avez des associations professionnelles ou des responsables de promoteurs de médias qui, s'ils ont l'information, peuvent déjà se rapprocher des autorités pour négocier avant que cela ne devienne officiel, parce que généralement, quand la décision est prise, il est parfois difficile de faire machine arrière. Donc, si vous avez cette information, faites déjà le lobbying qu'il faut pour qu'on puisse vous octroyer les moyens qu'il faut. Mais dans tous les cas, je vais finir par là, si on met des moyens officiels à la disposition de certains médias et que d'autres médias se trouvent écartés, vous verrez bien, tout en feignant de respecter les mesures édictées par les autorités, vous verrez que la campagne, et le docteur Ba aussi l'a dit tout à l'heure, il y a les web activistes, et les community managers et tout le reste, et qu'il y a des monde qui sont dans le monde de la communication, qui vont forcément trouver des moyens pour contourner. Déjà, en l'actuelle période de pré-campagne électorale, allez sur les réseaux sociaux, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, il y a des messages qui se diffusent, je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour brider toute cette façon de communiquer pendant la période de la campagne électorale. Comme Wenceslas m'a aussi, vous brûlez aussi d'envie déjà d'aborder la question donc, des réseaux sociaux, des médias digitaux. Mais avant, Georges Amelon, les médias, on les a réquisitionnés, on leur propose un montant qui, selon certains d'entre eux, que moi j'ai écouté, ce n'est pas consistant, c'est tellement dérisoire, parce que comparé à ce qu'ils gagnaient en temps normal, c'est bien au-delà. Mais au même moment, la RAC impose certaines contraintes. Il y a des gens journalistiques dont il faut s'abstenir aujourd'hui. Il n'y a pas de revue de presse, il n'y a pas de une des journaux, on ne peut pas couvrir les activités des partis politiques, etc. Ça fait une double peine, n'est-ce pas? Je dirais personnellement que s'abstenir de certains genres journalistiques est la chose la plus judicieuse que la haute autorité puisse édicter comme règle. Et ce n'est pas nouveau, encore une fois. Moi, je me souviens que le débat s'est posé il y a plusieurs années de cela à l'ORTB de savoir si oui ou non, pendant les campagnes électorales, on faisait la revue de presse. Et c'est de notre propre chef que nous avons décidé qu'il n'y avait plus de revue de presse pendant cette période-là. En vérité, il faut dire que ce que servent nos journaux, et on sait de quelle façon ils fonctionnent, ne peut pas faire du bien à une campagne électorale bien conduite. Si la haute autorité décide que ce genre-là doit être suspendu pendant cette période-là, je crois que c'est judicieux. Je crois aussi que quand la haute autorité nous demande de nous abstenir de certains genres qui peuvent très vite dériver vers certains types de polémiques, eh bien, elle fait œuvre utile aussi. Par contre, là où je ne suis plus d'accord avec la haute autorité, c'est quand elle nous dit, par exemple, qu'en dehors des espaces qui sont réquisitionnés pour et tout, un média quelconque ne peut plus faire un compte-rendu. Je suis désolé, mais comment peut-on rendre compte aux citoyens, comment peut-on parler de ce qui se passe dans l'environnement électoral sans faire des comptes rendus? Il y a des gens qui me semblent qu'ils ne sont destinés qu'à informer. Il faut les privilégier en pareilles circonstances. Et il me semble que la HAC a voulu se prémunir d'un certain nombre de dérives. Mais moi, je ne crois pas qu'il appartienne à la HAC de disposer a priori. Je parle en face d'un avocat. Je pense que la HAC devrait simplement nous laisser faire notre travail comme il se doit, nous responsabiliser par rapport à ce travail-là
quitte à sanctionner s'il y a des dérives. Mais chercher à empêcher, disons, la dérive déjà en édictant des interdictions, surtout que cela me semble une véritable atteinte à la liberté d'information. À un moment où la publication, la dernière ponte de Reporters sans frontières, n'est pas tellement favorable au Bénin. Wenceslas Maoussi, la HAC, si je prends l'exemple de Canal 3, dans cette décision traditionnelle pour régir la période de pré-campagne ou campagne électorale, souvent demande de ne pas faire des revues de presse, etc. Mais nous l'avons toujours fait à Canal 3, tout en prenant soin de rester professionnel, ne jamais tomber, pas sous le coup de la réglementation de la HAC. Mais pourquoi l'interdire? Les revues de presse, la une des journaux, justement. N'est-ce pas un manque de confiance, justement, aux journalistes que nous sommes? Et puis, justement, moi, ça me gêne personnellement, parce qu'il va se trouver des citoyens qui vont estimer que la liberté de presse, une fois encore, est durement réprimée maintenant. Alors qu'il faut regarder, de mon point de vue, la liberté de presse sur une longue période, encore qu'il s'agit de Reporters sans frontières, pour voir les éléments pris en compte. Et la liberté de presse ne peut pas être regardée simplement sans voir la qualité aussi de la presse. Soit dit en passant, pour moi, qui ai réfléchi dernièrement sur la participation citoyenne en ligne avec l'émergence de nouveaux acteurs, j'ai pu regarder que le gouvernement a utilisé abondamment les canaux digitaux. Et je peux vous assurer, même l'OMS a fait un article et a félicité la communication gouvernementale dans ce sens-là. Et quand vous regardez de près, vous allez voir que le gouvernement a utilisé toute la démarche de la participation, à savoir l'information, la consultation, la concertation, la co-construction, et a même répertorié sur un site les initiatives solidaires pour riposter contre le coronavirus. Et donc, dans ces conditions-là, je pense que le gouvernement devait aller loin en intégrant ces aspects-là dans la campagne qui arrive pour que les populations, parce qu'ils sont habitués à utiliser leur smartphone, à aller sur le site pour voir l'évolution de la maladie, les gestes barrières, tout ce qui se passe. Et dans cette ferveur-là, vont participer maintenant, vont recevoir les candidatures, les offres politiques des différents candidats, et l'élection va se passer. Si ce n'est pas fait comme ça, vous allez voir, ce sera la catastrophe. Parce qu'on aura édicté très clairement pour dire tel média fait la communication, permet aux candidats de vendre les offres politiques, mais derrière, il y a tout un marché du digital avec des acteurs émergents. J'en ai dénombré 6. Je ne vais pas vous dire, il y a les blogueurs. Vous aurez l'occasion d'en parler. Il faut qu'on écoute aussi Maître Oussou sur ce choix de la HAC d'interdire certains géants journalistiques pour accompagner la campagne médiatique. Cela ne nous laisse-t-il pas croire que nous ne sommes pas capables de couvrir une campagne électorale sans dérapage? Je crois qu'il faut nuancer. Le fait que la HAC interdise le genre revue de presse à l'occasion de la période de la campagne électorale, je crois que ce n'est pas nouveau. Le fait que la HAC interdise certains genres journalistiques pendant la période de la campagne, ces gens-là sont autorisés, mais on va dire encadrés pendant la période de la pré-campagne. Et généralement, c'était encadré, maintenant c'est interdit. Voilà, pendant la période de la campagne, c'est interdit. Alors, je crois que le fait d'interdire certains genres pendant la période de la campagne n'est pas nouveau, parce que justement, dites-vous, on a vu, au regard de l'expérience, que certains responsables de médias ne sont pas toujours, excusez-moi l'expression, responsables. C'est-à-dire que l'article 2 de votre code de déontologie, la presse qui parle de la responsabilité sociale du journaliste n'est pas toujours respectée par certains acteurs des médias. Et donc, la HAC, pour ne pas avoir fait de rattrapage, a voulu souvent faire de la prévention en interdisant certains genres journalistiques pendant la période de la campagne. On ne peut pas faire ce reproche-là à la HAC. Et je crois que cela a été reconduit dans la décision. Il faut aussi comprendre le fait que la HAC qui interdise, par exemple, parce que les médias qui font des reportages pendant la période de la campagne électorale gagnent de l'argent, au-delà des messages qu'on autorise à diffuser, le fait d'aller couvrir certains événements, les médias gagnent de l'argent par cela. Mais j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi la HAC a interdit dans sa décision la couverture. Il faut comprendre que cela est lié à l'actualité de la pandémie, parce que
vous voyez, la décision tient un peu à ce niveau-là. Je vais revenir peut-être sur les éléments qui me gênent un peu, mais sur ces aspects-là, je pense que la RAC n'a pas tort de décider ainsi. Parce que si nous sommes en période de pandémie, du Covid, et que le gouvernement refuse qu'il y ait plus de 10 personnes qui se réunissent, c'est une façon de dire, lorsqu'on parle de campagne exclusivement médiatique, d'interdire les meetings. Et s'il n'y a pas de meeting pendant la période de la campagne électorale, on ne peut pas dire que les médias ont couvert quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont à couvrir? Rien. Alors donc, on ne peut pas dire qu'on autorise les médias à diffuser les activités des partis politiques. Ça aussi, on peut comprendre ça. C'est une façon indirecte d'interdire aux candidats d'avoir à faire des meetings. Donc, tout cela est lié. Mais par contre, ce qui pose problème, c'est le fait d'empêcher certains médias d'avoir accès aux candidats ou d'empêcher des candidats d'avoir accès à tous les médias au-delà de ce que la RAC encadre et gère. Parce que je trouve qu'il y a un paradoxe au niveau de la décision. Si, du fait du Covid, on empêche les candidats de faire des meetings grand public, d'être au contact physique des populations, et qu'on dit que la campagne sera exclusivement médiatique, alors nous sommes dans une situation où il faut ouvrir beaucoup plus largement, quand bien même on va encadrer. Or, il se fait que au lieu d'ouvrir beaucoup plus largement les espaces d'accès des électeurs aux candidats ou d'accès des candidats aux électeurs, on a davantage restreint ces espaces alors que la campagne est exclusivement médiatique. Donc, certains articles de cette disposition, de cette décision de la RAC sont contradictoires. Il y a comme ça de contradiction à l'interne. Quand on voit l'esprit dans lequel la décision a été prise, on remarque que certaines des dispositions de cette décision sont en contradiction à l'esprit même de la décision. D'une campagne médiatique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver au niveau de cette décision de la RAC. Alors, oui, ils auront droit à 40 minutes de temps d'antenne sur les radios et les télévisions par jour pendant toute la durée de la campagne électorale. De toute évidence, ça ne suffira pas aux acteurs politiques. Les médias alternatifs, vous avez envie de me dire pourquoi ils ne sont plus tellement alternatifs. Vous pourrez le faire dans un instant. Alors, docteur Maoussi, le gouvernement, si vous voulez, la RAC, ont-ils laissé le champ libre, ouvert des opportunités aux médias alternatifs? C'est ce que je vous disais, vous permettrez, parce que je suis beaucoup pour les principes. Oui. Si la loi 2015-07 du 20 mars 2015 est un code qui encadre dans la République du Bénin l'information et la communication, et que c'est clairement écrit que les médias en ligne existent, c'est vrai qu'on n'a pas daigné les autoriser pour des raisons que je ne maîtrise pas. Donc pour moi, ce ne sont pas des médias alternatifs. Ils sont alternatifs dans les faits. Juridiquement, ils sont des médias qui existent et les conditions d'existence sont prévues. Mais dans la pratique, vous remarquez que visiblement, on n'a pas voulu les autoriser. Et puis après, vous allez voir qu'on va leur opposer une autre loi pour estimer que peut-être qu'ils ne sont pas journalistes et puis voilà, ils peuvent se retrouver en prison. Mais ce que j'estime, et c'est là ce que je disais depuis quand j'ai réfléchi, j'ai vu 6 acteurs qui sont déjà là. Vous avez les blogueurs, ils existaient depuis plus de 10 ans. Vous avez les influenceurs. 20 ans. 20 ans. Ouais, parce que les réseaux sociaux numériques avec le web social, c'est depuis 2004-2005. Les années 2000. Et avec eux, vous avez ceux-là. Vous avez les influenceurs qui se différencient, qui estiment qu'eux, ils ne sont pas des web activistes. Après, vous avez les web activistes qui font de l'activisme sur le net. Vous avez après ce qu'on appelle les community managers. Eux, ils sont beaucoup dans la méthode mercatique et ils relaient des informations, ils discutent, ils travaillent pour les marques et tout. Et vous avez après les web journalistes. Mais avant, il y a un acteur qui a émergé depuis 2016, c'est les relayeurs. C'est Mera qui a publié dans sa thèse en 2013 pour dire c'est une nouvelle figure d'agent médiatique qu'on a, qui reçoit, qui relaie. Et qui relaie n'importe quoi parfois. Et donc, si on ne fait pas attention, dans cette campagne exclusivement médiatique, et comme j'ai déjà expliqué que le numérique est aussi du média, donc Internet est devenu un média aujourd'hui, et que nous avons tous les terminaux en main et que nous sommes pénétrés en termes de la data, donc de la connexion, nous allons recevoir de n'importe quoi, de différents laboratoires, des relayeurs, et ce que la RAC est en train de prévoir, avec l'esprit du gouvernement qui souhaite bien qu'il n'y ait pas de contact, et là, ce que l'OMS a appelé l'infoxdémie, c'est-à-dire les fake news, on va assister à ça. On avait vu en 2019
ce que les Infox ont fait. Et aujourd'hui, on voit avec le coronavirus ce que est devenu, on a appelé Infoxdémie. On risque d'avoir aujourd'hui pour les communales encore autre chose. Donc pour moi, vaut mieux, s'il y a encore une possibilité pour la HAC, d'appeler, parce que ces médias alternatifs ont des organisations. Par exemple, le Repromed, qui a aussi travaillé avec le gouvernement actuellement sur le fait de stopper les fake news. C'est intéressant. Il faudra très rapidement que la HAC organise une séance avec eux pour voir dans quelle mesure, si c'est une décision complémentaire, pour voir ce qui est possible avec eux. Si on les organise, si on les encadre, si on discute avec eux, on va freiner plus ou moins, parce qu'ils se connaissent plus ou moins. On connaît ces acteurs-là, on connaît les têtes de pont, et même, par exemple, comme je disais, l'association, les web activistes ont une association. Et on connaît des plus célèbres avec des sondages qui ont été réalisés récemment, on sait au Bénin qui on peut appeler web activistes ou pas. On connaît aussi les influenceurs, ainsi de suite. Donc pour moi, il faut que la HAC, très rapidement, puisse aller dans ce sens-là. Parce que c'est une porte ouverte. Si on connaît des gens, plus ou moins, que la possibilité de la propagation de la bonne information et peut-être derrière de la propagation de la mauvaise information, vaut mieux préférer discuter avec eux pour que la bonne information prime. Parce que c'est une campagne de proximité. C'est une campagne de proximité. Je vais terminer pour dire, est-ce que vous savez que, non loin de nous ici, il y a des forums WhatsApp où les gens parlent en langue nationale. Et même ceux qui ne sont pas peut-être allés à l'école, qui ne sont pas lettrés, peuvent aujourd'hui dire des choses par ce qu'on appelle le vocal, le voice. Il y a des forums WhatsApp exclusivement. Merci. En langue. Comment est-ce qu'on encadre ça? Pas en français, hein, c'est en langue locale. Comment est-ce qu'on encadre ça pour ne pas assister à des La campagne pourra continuer. Alors que ces forums-là ont des administrateurs connus. Tout à fait. Donc on peut voir dans quelle mesure, très rapidement, les inviter ou voir à quelle mesure les sensibiliser. Mais comment inviter un administrateur de ce genre de forum, mais qui ne vit pas au pays, qui est en France, ou c'est pas aux États-Unis, ou à Honolulu, à Kuala Lumpur, ou je sais plus où, mais qui crée ce genre de forum, d'accord, où il y a des Béninois qui parlent en langue. La campagne électorale doit finir à 24 heures avant le scrutin, mais qui continuent de battre campagne dans ce genre de forum. C'est bien possible. Vous savez, c'est la conséquence d'une inaction de la HAC sur un aspect, je l'ai souvent dit, toutes les fois j'ai eu l'occasion de le dire, pour embrayer ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Maossi Wenceslas. Il y a des dispositions de la loi 2015-07 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin qui prévoit la possibilité d'encadrer l'information par le numérique. Et quand vous lisez cette disposition-là, vous constatez qu'il faut que la HAC fasse vite de mettre en application cette disposition légale en prenant des décisions en termes d'application de cette disposition légale. Et il me semble que sur ce terrain, la HAC a choisi l'inaction depuis près de 5 ans. Des décisions d'application, de mise en application de cette loi, ou peut-être solliciter du gouvernement la prise d'arrêté d'application de certaines dispositions de cette loi et d'autres décisions à prendre par la HAC auraient permis d'aller sur ce terrain-là. C'est un champ, vous voyez, les médias traditionnels ont moins d'espace aujourd'hui que les médias nouveaux qui sont les médias qui y a sur les réseaux sociaux et toute la catégorie d'acteurs sur le numérique dont on a parlé. Donc il me semble que c'est une inaction de notre autorité en charge de la régulation de la communication qui fait que nous en sommes là. Je vais peut-être me mettre dans le collimateur de la HAC, tout en souhaitant que la nouvelle mandature puisse régler ce problème. Vous savez, la HAC n'a même pas de site internet animé sur lequel on peut aller chercher les informations. Alors, plutôt considérer que la HAC prive les médias traditionnels pour ouvrir une brèche, offrir des opportunités aux médias digitaux. Non, je crois que les deux vont de pair. Les médias traditionnels ne disparaîtront pas parce que les nouveaux médias sont arrivés. Nous sommes là. Bon, voilà. Ils ne disparaîtront pas. Je pense qu'il faut associer le tout. Mais il faudrait absolument que l'institution se rappelle quel est le rôle qui est le sien constitutionnellement. On dit que la haute autorité est chargée de veiller sur la liberté de la presse. Je crois que c'est ce qui est dit. La HAC est un régulateur, pas un interdicteur.
En vérité, il faudrait qu'un jour, cette institution se rende compte pour réguler parfois. Pour réguler l'interdit. Il faut l'interdire parfois pour réguler. Oui, d'accord. C'est parfois, vous savez, les dérapages. Il ne faut pas que ce soit l'exclusivité de son fonctionnement. L'interdiction ne peut pas être l'exclusivité de son fonctionnement. Il faudrait que la HAC se rende compte qu'elle a une multiplicité de partenaires auxquels il faut nécessairement donner la main. Et au moyen d'échanges, de partage d'expériences et de tout ce qu'on veut, la HAC devrait arriver finalement à contrôler plus ou moins le flux médiatique qu'elle a à gérer, qu'elle le veuille ou non. Moi, j'ai bien souvent l'impression, je le dis, quand je suis dans des conversations privées, je vais m'y risquer ici sur le plateau, j'ai l'impression que notre institution fonctionne comme une armée qui se protégerait d'une guerre terrestre, alors que l'aviation et la marine existent déjà. En effet. En vérité, aujourd'hui, ce qui se passe sur le net dépasse largement tout ce qui peut se passer dans les médias traditionnels. Les médias traditionnels existeront. Ils seront toujours implantés de telle façon que le paysan qui va dans son champ ait sa radio et puisse l'écouter. Mais ça ne veut pas dire aussi que le paysan qui a sa radio aujourd'hui n'a pas de portable. Et aujourd'hui, si vous regardez la plupart des radios, elles ont des applications sur des plateformes telles que vous pouvez les écouter sur votre smartphone. Alors, il y a quelques jours, le RTB est passé en direct sur nos smartphones. Ça ne fait même pas une semaine encore. Ça signifie que... en direct aussi, depuis des mois. Ça signifie que tous nous ressentons le besoin d'aller vers ces nouveaux instruments, d'aller vers ces nouvelles plateformes, parce qu'elles étendent vos possibilités, parce qu'elles étendent votre champ de possibilités. Et à partir du moment où on est chargé de réguler tout ça, et de veiller également à la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est quoi? C'est aussi la capacité de donner le plus large accès possible aux citoyens à l'information. Alors, si différentes plateformes s'offrent à lui, autant s'offrir soi-même en tant qu'institution la possibilité d'aller vers ces différentes plateformes, de collaborer avec ces différents acteurs et de faire en sorte que le citoyen en tire le plus grand parti possible. C'est ce que je pense en tout cas. On va aborder à présent, vous savez, on a compris à travers vos analyses que les médias sociaux ont le vent en poupe, notamment par rapport à ces élections, la campagne électorale médiatique. Mais les promoteurs d'organes de presse écrites sont mécontents. Ils sont très mécontents d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la réquisition des médias pour la campagne médiatique Bressossou. Avez-vous compris ce choix? Pourquoi la HAC a-t-elle décidé de ne pas tenir compte de la presse écrite privée? Bon, c'est un choix que je ne comprends pas. Lorsqu'on dit que c'est pourquoi j'ai commencé à dire à l'entame de cette émission il me semble qu'il y a une nécessité pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de prendre une décision d'explication ou d'interprétation de la décision qui est prise, parce qu'il y a des non-dits, il y a des interdits qui ne sont pas compris, ou bien il y a des non-dits qui peuvent laisser la porte ouverte à beaucoup de choses. Quand on lit le texte de la décision, on a comme l'impression que la presse écrite est totalement écartée, parce qu'on dit que les deux presses écrites qui sont prises en compte, c'est La Nation et la BP. Tout à fait. Il n'est pas parlé, enfin il n'y a rien qui a été dit relativement aux médias presse écrite du privé. Alors je ne comprends pas. Est-ce que le fait de ne pas en parler est la porte ouverte aux autres médias écrits de pouvoir faire ce qu'ils veulent, alors que lorsqu'on lit l'article 17 in fine de cette décision, c'est qu'il est bien dit qu'en dehors des espaces prévus par la HAC, qui sont clairement et limitativement indiqués dans la décision, il n'est pas possible de faire cette campagne exclusivement médiatique dans d'autres médias. Ça veut dire que du moment où la presse écrite n'est pas expressément, presse écrite privée, n'est pas expressément indiquée dans cette décision, c'est comme si par cette décision, la HAC interdisait
aux médias privés écrits sont exclus de la campagne. C'est un gros problème. On ne peut pas dire que pendant les 2 semaines, tous les journaux que nous connaissons qui ont des versions papier et des versions en ligne ne sont pas impliqués dans la campagne. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est peut-être un mal point bien. Ça veut dire que ces journaux, ça peut aussi vouloir dire que ces journaux, ils sont libres de travailler, ils pourront donc couvrir la campagne électorale, voilà, il y a un souci. Recevoir même des contrats de la part des partis politiques. Ça se laisse pas aussi. Non, des contrats, oui, il y en a eu tous les jours, donc ils peuvent en avoir. Donc le plan ne se pose pas à ce niveau d'un point de vue. C'est de voir, ils prennent leur contrat, mais c'est de voir dans la décision que la RAC a prise, la possibilité pour eux, l'éventualité de jouer avec aujourd'hui. Sinon, il faut voir aussi l'habitude de consommation des médias, de la presse écrite. Est-ce que moi, je voulais regarder un peu. Quand vous regardez un journal qui sort aujourd'hui, à peine 4 personnes sur 10 lisent. En fait, c'est vrai qu'avant, ça passait de mai en mai. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. Vous voyez les unes qui sont déjà sur les forums WhatsApp, vous lisez, et parfois même le contenu qui est sur. Donc, le journal papier, aujourd'hui, n'est pas tellement lu. Et la version en ligne. La version en ligne. Et donc, en fait, on aurait pu voir, au-delà donc de la nation, à qui on a autorisé de faire la version aussi en ligne, voir avec les journaux privés s'ils ont la possibilité de la version aussi en ligne. Parce que je reste toujours dans cette philosophie de la réponse au coronavirus, qui est le fait de la distance. Tout à fait. Donc, si un journal papier sort le fait de manipuler. on peut manipuler. Déjà, le patronat a pris une décision pour demander aux journaux papier de ne plus imprimer. Donc, ça pour peut. éviter les Donc, risques si de contamination. la décision de la RAC est dans ce sens, je suis d'accord. Mais la décision ne dit pas que la version en ligne de la presse écrite privée est autorisée. Justement. Voilà, c'est ça le Elle problème. ne dit pas non plus d'ailleurs que la nation ne peut pas imprimer. Voilà. Ça veut dire que la nation a la possibilité d'imprimer, alors que dans le même temps, on n'a pas Donc, dit en réalité, que les médias privés. Justement, si on est vraiment dans le contexte il y a un Covid, souci. on devait prioriser les versions en ligne des médias même publics et privés aussi, surtout au niveau de la presse écrite. Parce qu'aujourd'hui, dans la catégorisation des médias en ligne, vous en avez 3. Vous avez ceux qui sont, comme Fraternité par exemple, qui a un site, ou le Matinal. Et vous avez ceux qui sont exclusivement en ligne. Et vous avez aussi ceux qui ont un site avant, mais après ont migré pour avoir une version papier. Mais à la fin, vous avez 2 catégories. Ceux qui sont papier, qui ont le site, et ceux qui sont exclusivement en ligne. Et normalement, on devait, puisqu'ils ont fait déposer les cahiers de charges, on devait régler le problème que le maître que j'avais soulevé, pour autoriser, pourquoi pas tout le monde. Et même ceux qui ont leur site, qui sont privés, et ceux qui sont exclusivement en ligne, pour aider vraiment à faire la campagne exclusivement en ligne. On me signale qu'on a fini, mais je voudrais quand même qu'on fasse un dernier tour de plateau pour aborder la question de l'un des enjeux de cette élection, à savoir le taux de participation. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour avoir un très bon taux de participation à ces élections-là, Georges Armand? Alors, l'expérience a prouvé partout où il y a eu des élections dans cette période de coronavirus que le taux de participation a été bas. Qu'on le veuille ou non, vous ne pouvez pas demander à des gens en même temps de se confiner et puis le moment venu de sortir. Oui, mais le gouvernement a quand même pris des dispositions. On a acheté des masques, il y a des dispositions de distanciation, lavage de mains. Est-ce que dans votre tête, vous, André Dossa, vous dites, si je sors de chez moi pour aller accomplir ce devoir-là, qui est une obligation citoyenne, on le dit et tout, je ne prends aucun risque? Est-ce que vous pensez que parce qu'on aura installé des robinets devant les bureaux de vote, tout parce qu'on aura des masques et tout, nous tous, nous aurons envie de sortir pour aller voter? Je n'en suis pas sûr. Parce qu'il y a une dimension psychologique qui est particulièrement importante dans cette affaire-là. Vous savez tous qu'aujourd'hui, là où nous ne sommes pas obligés d'aller, pour la plupart, nous n'allons plus. Je connais beaucoup... À cause de la psychose. Oui, je connais beaucoup de clubs, tout ce qu'on veut, qui ont suspendu leurs activités. Alors, le taux de participation, par rapport aux mesures prises, notamment la campagne médiatique, et aussi la psychose liée au coronavirus. Oui. D'abord, je voudrais dire que si l'élection est maintenue, que les citoyens qui peuvent aller, moi j'encourage les citoyens à aller, ceux qui peuvent y aller devraient pouvoir y aller en respectant les mesures barrières et les gestes de sécurité sanitaire. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, pour finir, c'est que, vous voyez,
dans un pays africain qui a maintenu son élection récemment, quand j'ai suivi sur un média international, on a parlé de 13% de taux de participation. Exactement. Alors la question que je pose pour finir mon propos, c'est il y a une élection récemment dans ce pays où le taux a été entre 17 et 20%. On a critiqué, on a dit que cela représentatif, l'institution dans laquelle ils ont été installés n'est pas représentative. Je veux bien attendre de voir si, pour les communautés prochaines, si nous sommes à 17%, on nous dira que les maires qui sont élus ne sont pas représentatifs. Docteur, aussi, le taux de participation, rapidement, par rapport à ces options de campagne électorale. Bon, ce que moi j'ai personnellement observé, si vous me dites il y a 2 semaines, il y aura élection, je vais vous dire personne ne sortira. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, tel que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, parfois à dire, parfois prévenantes, parfois anticipatives, on voit bien que la tension a baissé en termes de psychose, en termes d'angoisse. Et donc, on pourrait relativement être au même taux de participation que l'élection de l'année dernière. Relativement, de mon point de vue. Mais ce n'est pas évident qu'on atteigne 40-50%. Au Bénin, on n'a pas confiné, on a plutôt fait cordon sanitaire. Non, même si le gouvernement vient de mettre en place des mesures pour faciliter le passage à travers le cordon sanitaire. Les autres endroits du pays, la vie se déroule normalement. Le port de masque est plutôt fortement recommandé, mais dans le cordon, c'est obligatoire. Je crois que normalement les citoyens devraient pouvoir sortir et aller voter. Je crois qu'il faut encourager les citoyens. On n'a plus le temps. On va juste souhaiter que les citoyens puissent sortir, voter, et que la campagne médiatique soit bien animée, permettre aux citoyens de comprendre les candidats, d'écouter leurs messages et de savoir ce qu'ils proposent pour leurs différentes collectivités locales. On va peut-être espérer que les autres médias, qui peut-être ne sont pas réquisitionnés dans le cadre de la couverture médiatique, puissent comprendre réellement le contenu de cette décision de l'ARAC et que surtout l'ARAC, cette nouvelle mandature en place, puisse également mieux expliquer cette décision et aider les médias à mieux se porter dans notre pays. Merci à vous d'être passé sur Canal 3 Bénin, analyser cette décision du gouvernement de faire organiser la campagne électorale sur les médias, décision de l'ARAC plutôt. Brice Oussou, avocat au barreau de Cotonou, ancien journaliste, ancien responsable d'association professionnelle. Merci, j'ai envie de dire aussi un de mes anciens mentors dans ce métier. Et Georges Amelon, journaliste, ancien directeur général de l'OETB, un de ceux qui également ont suscité la vocation chez nous. Merci à vous, merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, Wenceslas Maussi, docteur Wenceslas Maussi, le directeur adjoint de l'ENSTIC. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.